Pouchkine. Pourquoi nous l'aimons? Qui est-il? Ses poèmes ont fait fonctionner et créer notre langage. Analysé jusqu'au bout des doigts, il reste un mystère qui va bien au-delà de la littérature. Ses œuvres sont tissées d'harmonie et de contradictions. Son amour de la liberté se mêle à une prudente loyauté envers le roi. Il combine Voltaire et Anna Kern. Il a conquis Tchadaïev et Anna Kern aussi. Il peut faire tout. Poésie, prose, critique, drame, histoire, c'est un coup métaphysique de génie. Aujourd'hui, nous arrivons à Pouchkine. Traditionnellement, nous donnons les années de la vie de notre héros. Mais aujourd'hui, je suis même un peu mal à l'aise en le faisant. Mais on les donne quand même, juste au cas où. 1799-1837. Victor, vous avez intitulé l'émission « Pourquoi on l'aime ?» Est-ce que l'on aime vraiment Pouchkine? Bien sûr que oui. On dit que l'on ne peut pas aimer différents poètes. Mais si vous dites « je n'aime pas Pouchkine », c'est mal vu. Car qui êtes-vous pour ne pas l'aimer? Il est au-dessus de tout le monde. Vous pouvez même discuter avec Lermontov, mais ne pas aimer Pouchkine est impossible. Vous pouvez dire cela dans une bonne société décente polie. On peut aussi ne pas aimer Dostoïevski et beaucoup d'autres poètes. Mais Pouchkine, il ne suffit pas tout simplement de l'aimer. C'est ce qu'il faut faire. Nous parlons tout simplement la langue qu'il a créée. La mélodie avec laquelle nous avons commencé la conversation d'aujourd'hui, il l'a créée. Il a créé notre langue de telle manière qu'elle est plus proche de l'italien. Quand ils entendent parler russe à l'étranger, ils disent « Quelle langue fluide et mélodique vous parlez !» Et lorsque vous allez en Italie, par exemple dans un train, et que tout le monde parle italien, il vous semble que tout le monde parle russe. Et c'est Pouchkine qui l'a créé. Mais pour pouvoir créer ou concevoir cela, il a dû définir son rôle dans la poésie. Il ne l'a pas réalisé tout de suite. Il est un messager des cieux qui est descendu à nous. Il est descendu d'une manière incroyable. Il n'est pas venu pour une mission sérieuse, il est venu pour que nous puissions naître dans la joie et non par le devoir. Mais d'un autre côté, quand une bonne partie de sa vie a été vécue, il a compris qu'il était un prophète, qu'il était envoyé avec une mission assez importante. Et c'est par là que je voudrais commencer. Parce que nous connaissons Pouchkine de différentes manières, mais tout de même, il y a en lui un certain message des cieux, et il en parle lui-même. Le prophète, 1826. Tel un cadavre, j'étais gisant dans le désert et la voix de Dieu m'appela. Lève-toi, prophète. Vois, écoute et parcourant et les terres et les mers, brûle par la parole les cœurs des humains. On dit qu'il n'existe pas de prophète dans sa patrie. Était-il un prophète et un prophète reconnu? Le fait est qu'il a été traité différemment parce qu'il a embrouillé tout le monde. Dans ses jeunes années, il était très audacieux. Certains disent « Comment se fait-il qu'il ait été exilé, un jeune poète ?» Mais après tout, il était fonctionnaire à l'époque, et il avait prêté serment d'allégeance à l'autocratie russe. Et en même temps, il écrivait des épigrammes sur Alexandre Ier, sans parler d'Arakchaïev. Donc il voulait l'exiler ou même l'envoyer au monastère de Solovietsky. Mais ses amis, réalisant l'importance de son talent de poète, ont négocié avec les autorités et il a été envoyé dans le sud. Karamzine, a-t-il sollicité pour lui à l'époque? Oui, il n'était pas aimé par la Russie. Mais ceux qui pensaient que la poésie devait être majestueuse ne l'aimaient pas non plus. Et il ne le voulait pas, il était malin. Il a écrit Graviliada, qui était absolument merveilleux. Il était divinement peu sérieux, je dirais. Et paradoxalement, ce sont ceux qui sont devenus ses ennemis qui ont le mieux défini son importance en tant que poète. Et c'est ce qui se passe. Et puis encore, Tadeusz Bulgarin. Nous rappelons ces citations assez souvent. Écoutons ce qu'il a dit. « Je doute qu'il y ait parmi les adversaires manifestes de Pouchkine quelqu'un qui n'avoue pas que c'était un génie. Pouchkine a commencé à écrire dès son plus jeune âge, lorsqu'il était impossible de faire un effort pour être un poète. C'est la nature qui a fait de lui un poète. » Victor, lors de la préparation de notre émission, vous avez évoqué une chose principale
qui distinguait Pouchkine, et c'était son ironie et sa légèreté. Est-ce vraiment la chose qui nous manque dans la langue et la littérature, à savoir cette légèreté? Le fait est qu'au XVIIIe siècle, notre vocation en poésie et théâtre consistait à enseigner aux tsars et à la noblesse quelque chose. En me préparant pour cette émission, j'ai eu l'impression qu'au XVIIIe siècle, les écrivains, c'est la Russie qui les pénètre. C'est-à-dire, la Russie, avec ses problèmes, y pénètre. Alors que Pouchkine est le premier qui n'est pas la Russie avec ses problèmes, mais un poète et un homme en Russie. C'est-à-dire qu'il appartient à la Russie, mais il est libre dans sa manière de s'exprimer. Pouchkine, dans toutes ses œuvres, est peut-être le plus libre. Et pour être libre dans cet environnement, il a pris une incroyable légèreté, l'empruntant un peu à Batiouchkov, avec sa poésie, pas si légère que celle de Pouchkine, et un peu à Barkov, et il l'a avoué. D'autre part, il a surmonté par son génie tous les traits limités des deux poètes. Je devrais dire que cette légèreté est ce qui l'a rendu le plus sage, parce que l'absence du sérieux a donné à voir que l'homme n'est pas seulement un homme quand il est redevable. L'homme n'est libre que quand il regarde la vie avec légèreté et gaieté. Cette gaieté est quelque chose qui est apparu pour la première fois depuis la fondation de la littérature russe, notamment chez Pouchkine. Il nous a donné la possibilité d'être une personnalité, et lui-même est devenu une personnalité. Écoutons les vers écrits en 1813. C'est la meilleure confirmation de ce que vous avez dit tout à l'heure. Regarde, il a 14 ans, il prend les deux thèmes les plus importants, la religion et l'amour. Et il écrit avec ironie et, à mon avis, il le fait très bien. J'ai pensé à une chose surprenante. Lorsque nous étudions l'œuvre d'un écrivain, d'un compositeur ou d'un artiste, nous pouvons toujours dire « c'est un jeune Pouchkine, là c'est un Pouchkine mature » où il a formulé ses principales idées. On peut donc voir l'évolution, la façon dont l'auteur change, et Pouchkine, il nous est en quelque sorte déjà donné comme elle est, ou comme elle le sera. Ces poèmes du début, c'est déjà Pouchkine, dans le plein sens du terme. Non pas qu'il soit le même. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous avez certainement compris ce que j'entends par là. En général, il a commencé par des poèmes français. Et il est difficile de dire à quel point il était déjà notre Pouchkine. Mais à partir de l'âge de 14 ans, il a vraiment, d'une manière étonnante, absorbé ce lyrisme, cette mélodie saisissante des vers. On pourrait le comparer à Mozart, non seulement dans son destin, mais aussi dans son état de génie. C'est-à-dire que tout était facile pour lui. Les rimes viennent tout seuls. C'est un chanteur du paradis. C'est-à-dire que la Russie a eu beaucoup de chance avec Pouchkine. Sans Pouchkine, la Russie parlerait la langue du XVIIIe siècle. Il est difficile d'imaginer. Nous serions toujours négligents dans cette affaire. Je ne dirais rien de mal sur les autres langues, mais dans les langues slaves, là où il n'y a pas eu de Pouchkine... Leur Pouchkine. Il y a quelque chose à penser en termes de oui à Pouchkine ou non à Pouchkine. On pourrait dire que cette fluidité ou mélodie d'un vers est arrivée et elle a duré jusqu'à sa mort. Vous avez tout à fait raison, mais il y a eu une évolution. Bien sûr, puisqu'il est arrivé avec des espoirs incroyables, des espoirs politiques certainement, et des espoirs qu'il y ait un ou plusieurs beaux amours dans la vie, que c'est le jardin où l'on peut cueillir les fruits et réfléchir au sens de la vie. Il s'agit également du sens de la vie qui consiste à parler légèrement de choses sérieuses. Mais tous ces espoirs ne se sont pas réalisés ? Ces espoirs se sont effondrés. Je cite, « Il n'y a pas de bonheur dans le monde, mais il y a la paix et la volonté. » Et voici bien sûr un verdict sur les espoirs de la jeunesse. Il a commencé de telle sorte qu'il allait désormais aborder et résoudre tous les mystères liés à la religion. Et il l'a fait très facilement, en commençant par Graviliada. Ils disent qu'il y a quelque chose de calomnieux ou de sacrilège par rapport à la religion. Lisez-le attentivement. Il n'y a rien de tout cela. On a le sentiment qu'il existe une grande énigme dans la vie et que cette énigme
peut être résolue de différentes manières. Dans le même temps, il y a quelques petits poèmes. Par exemple, Roussalka, la sirène. Encore une fois, le choc entre la religion et l'amour. Et ce poème dit que nous aboutissons à la mort. Écoutons-le. Au bord d'un lac, dans les bois sombres, tout rempli de silence et d'ombre, un vieux moine abritait ses jours. Il travaillait sur cette terre à son salut, et grave, austère, veillait, jeûnait, priait toujours. Et tout à coup, vive et légère, ainsi que la nuit passagère, blanche comme la neige au champ, du lac sort une femme, nue, qui brille aux rayons de la nuit, et s'assied sur les verres penchants. Elle regarde avec mystère les yeux ridés du solitaire, et peigne ses cheveux mouillés, et le vieux moine qui s'attarde tremble d'effroi, mais il regarde ses beautés de la tête aux pieds. En silence, l'étrange belle lui tend les bras, du bras l'appelle, lui jette des saluts amis, hoche sa tête pétulante, puis, comme une étoile filante, plonge sous les flots endormis. Le lendemain, dans sa retraite, on ne vit plus l'anachorète. En vain chercha tout le hameau, mais quelques garçons, ô surprise, crurent voir une barbe grise qui reluisait au fond de l'eau. Il s'avère qu'il pose, et il les pose à nous, des questions très difficiles et sérieuses, dans un langage si facile et en s'amusant. Est-ce qu'il nous donne des réponses à ces questions? À quel point un homme peut-il donner des réponses? Sa poésie elle-même est la réponse. Il y a effectivement de la lumière dans la vie. Une fois de plus, nous devons souligner qu'il y a un Mozart en lui. D'autre part, il comprend que nous atteignons le sens de la vie par une très grande connaissance, mais qui reste inconnue jusqu'au bout. Et le génie ne le sait pas, et il l'admet aussi. En revanche, cette sagesse de sa légèreté, elle n'a pas été comprise par tout le monde. Curieusement, c'est la personne qui a beaucoup écrit sur Tolstoï et Dostoïevski. Je parle de Dmitri Merezhkovski. À mon avis, il a été très précis sur Pouchkine. Écoutons-le. Je pense qu'il a résolu l'un des mystères de Pouchkine. En comparaison avec la muse de Léon Tolstoï, dure, grave, pleurant sur la mort, sur l'éternité, la muse légère et brillante de Pouchkine, cette charmante coquine, bacchante, comme il l'appelait lui-même, paraît imprudente et pas sérieuse. Qui pourrait dire qu'elle est plus sage que les sages? J'ai beaucoup aimé ces paroles de Dmitri Merezhkovski. Elles sont exactes à la fois par rapport à Pouchkine et par rapport à Tolstoï. Mais revenons à Pouchkine. J'ai une question assez banale. Qu'est-ce que vous préférez? Vous aimez sa prose ou sa poésie? Ce sont des choses complètement différentes, car dans la prose, il a tracé, je dirais, la voie du minimalisme et de la simplicité, qui était absolument nécessaire à la littérature russe et qu'elle suivait de très près. Minimalisme de la langue? De la langue et des techniques. Il a retiré cette flamboyance du XVIIIe siècle. Il est juste allé dans des directions étonnamment précises. Quant à la poésie, l'essentiel pour moi est qu'il est vraiment entré dans le thème de l'art pour l'art. Ne voyez pas ça comme un art pour soi ou pour l'élite. Cela signifie que tout sujet, toute signification qui y est attachée est moins importante que ce fleuve de poésie lui-même. Cette poésie vous convainc davantage que la vie est plus belle que toute attitude morale ou esthétique. Ma fille de 15 ans vient d'étudier au lycée le romain Eugène Onégine. Et elle a trouvé vraiment qu'il y avait trop de superflu, de choses inutiles dans le texte. Dis donc. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est de l'eau curative. Il y a une source à laquelle tu as besoin de boire. Et elle a ri, joyeusement. C'est une définition très précise. De toutes les œuvres de Pouchkine, j'aime, aussi étrange que cela puisse paraître, Rouslan et Ludmilla. Voici l'art pour l'art, qui n'a jamais été auparavant dans la poésie russe
et ne le sera jamais. Bien qu'il ait été construit sur le principe « faisons un poème héroïque ». À Arzamas, dans un cercle littéraire, il a été considéré comme essentiel d'écrire un poème héroïque. Et Pouchkine l'a écrit. Mais ce n'est pas un poème héroïque. C'est un poème sur la langue. Il démontre que la poésie peut être belle, légère, amoureuse, ou bien comme un galop à cheval avec des sauts d'obstacles, ou peut-être que c'est comme une bataille. Mais tout de même, tout ce qui s'y passe est moins important formellement parlant que le style lui-même, que la révélation des mots et des expressions. C'est probablement le seul moment de la littérature russe où l'art pour l'art devient non seulement une sorte de position esthétique, mais aussi un espoir pour comprendre le sens de la vie, de la culture, de la poésie. À l'époque, Pouchkine avait encore environ 20 ans. Au début du programme, nous avons parlé du jeune Pouchkine, plein d'espoir. Et quels étaient ses espoirs? La jeunesse de Pouchkine est tombée sur la période réformiste d'Alexandre le Grand. Et en effet, les espoirs de la libération des paysans du servage, les espoirs d'une constitution, etc., étaient dans l'air. Et Pouchkine était l'un de ceux qui ont tout simplement brûlé avec ses idées. Il y avait aussi Tchaadaïev à ses côtés, avec qui ils en ont discuté, et ce célèbre poème pour Tchaadaïev. Rappelons-le ci-après, parle de ce qui était dans l'âme politique de Pouchkine. Amour, espoir, majestueuse gloire. Un court instant vous nous avez trompés. Elles sont terminées, nos joies de jeunesse, comme un rêve, comme la brume du matin. Mais nous brûlons encore de désir. Sous le joug d'une puissance fatale, notre âme s'impatiente. Sous le joug d'une puissance fatale, notre âme impatiente écoute notre patrie. Impatiemment, nous attendons avec espoir le rendez-vous de la liberté, comme attendrait le jeune amant le rendez-vous de son amante. Tant que pour la brûlante liberté, tant que le cœur vibre pour l'honneur, mon ami, pour la patrie consacrons la belle fougue de nos âmes. Camarades, espère. Elle se lèvera, la joyeuse étoile qui illuminera la terre de Russie, sortie de son sommeil, et les ruines de l'autocratie où nos noms sont écrits. Revenons maintenant en arrière. En 1935 et en 1937, lorsque le centenaire de sa mort a été célébré. Ce n'était pas très évident pour la culture russe de célébrer la date du décès. Mais néanmoins, une telle décision a été prise il y a beaucoup de préparation, puis le culte de Pouchkine a été instauré. Et qu'est-ce qui a été fait alors de notre Pouchkine? Les bolcheviks ont perçu ce programme politique du jeune Pouchkine comme leur propre programme, c'est-à-dire la destruction de l'autocratie et l'émergence d'une société complètement différente. Et ils ont essayé de faire de lui le leur. L'année 1937 marque le centenaire de sa mort, ainsi que le 37 est également symbolique pour célébrer un fait fatal. Beaucoup de bonnes choses ont été organisées. En 1937, il y avait encore un grand nombre de pouchkinologues. Soit dit en passant, il s'agit d'un cercle particulier de gens qui n'admettaient personne. Souvenez-vous que même notre bien-aimé Goukovski n'y était pas autorisé. Mais il a quand même participé à certains événements, si je ne me trompe pas, à la préparation d'une exposition à l'Ermitage. Oui, il a participé, mais c'était néanmoins une sorte de caste. Et notre émission d'aujourd'hui brise tout. Mais nous ne revendiquons rien d'autre que la perception de Pouchkine telle que nous la voyons. Et le journal Pravda, en 1935, ayant évidemment reçu la tâche de préparer le centenaire, définit Pouchkine d'une manière très soviétique, à la manière bolchevique, complètement inconscient du fait que Pouchkine était avant tout un poète existentiel, c'est-à-dire un poète qui a tout d'abord donné à l'homme la connaissance du sens de la vie. Voilà un extrait de l'article du journal Pravda. Pouchkine fut le créateur de la nouvelle littérature russe. Nos meilleurs poètes retracent leur généalogie de Pouchkine. Pouchkine est un grand poète national russe.
Mais les œuvres immortelles de sa parole artistique ont enrichi l'humanité. Le peuple russe est à juste titre fier de son poète. Pouchkine allie le talent, la force, l'inspiration, la passion du grand pays. Après tout, c'est après cette époque qu'apparaissent des phrases traditionnelles comme « Qui changera l'ampoule sur le palier ?» Pouchkine. Autrement dit, il est devenu un véritable héros et auteur national. Il est passé à la catégorie Tchapaïev ou Ostap Bender, inspirant d'innombrables blagues. Ils ont popularisé Pouchkine, mais sous un tel angle. En fait, je pense que Pouchkine aurait ri de ça. C'est ce qui est incroyable. Il était prêt à l'humour, très sérieux. Nous n'avons pas encore noté cette partie de l'héritage de Pouchkine. Son humour est partout. Eugène Onegin, c'est une énorme quantité d'humour. L'ironie et d'autres significations voisines de la vie lui sont adjacentes. À ce propos, s'éloignant de nouveau de la pravda, donc littéralement de la vérité, dans les profondeurs des siècles, un de ses contemporains, Shpalikov, en 1827, la décrit avec une grande justesse. Pouchkine ne peut pas écrire de la mauvaise poésie, tout le monde le sait, beaucoup l'ont dit, et c'est indéniable. Qui lui a donné un pinceau et de la peinture pour peindre pour l'imagination, tout comme la nature peint pour les yeux. C'est le secret du poète et de la poésie. Lui, c'est un sorcier, régnant inconditionnellement sur eux. Elle, c'est un miroir magique qui montre tout sous le chemin de la vie, de l'âme et de la vérité. En effet, nous pourrions dire ces mots aujourd'hui. Rien n'a changé, ce qui est bien. En effet, Pouchkine a touché ses contemporains. Puis il y a eu une époque où c'était un peu vague. On devrait en parler un jour. Nous revenons maintenant à la pureté de la perception de Pouchkine. C'est là-dessus que nous devons nous concentrer, car grâce au temps et à une sorte de maturité de perception, Pouchkine redevient non seulement une idole, mais notre assistant de vie. Et c'est très important. Maintenant, je souhaiterais prendre un poème de Pouchkine, très célèbre, tel que n'importe qui serait réveillé la nuit et invité à la réciter. Et commencerait à le faire. Il existe de tels vers, bien évidemment, et je veux en discuter avec lui. Je suppose que vous parlez de « Je vous aimais », c'est ça? Oui, nous comprenons que c'est beau et merveilleux. Alors, parlez-nous-en. Dites-nous de quoi il s'agit. Décortiquer les poèmes, entre vous et moi, il vaut mieux ne pas y toucher. Si on commence à étudier l'anatomie de tels poèmes, leur âme s'en va. Le sens de ce poème est très simple. Il n'y a pas en lui de sens moral associé à l'amour. Il y a une sorte d'impulsion qui transforme ce poème. Donc rien de spécial ne s'y produit. D'un autre côté, on comprend que c'est comme un oiseau en cage, pris au piège, et tout l'amour est dans cette cage. Tel qu'il est, il est ainsi. Et c'est le mystère de Pouchkine. Il est impossible de le déchiffrer. Et si nous commençons à déchiffrer, alors nous sommes perdus. Pouchkine est comme un papillon avec de la poudre sur ses ailes. Saviez-vous qu'il ne peut pas voler sans poudre? Je connais. Et Pouchkine a certainement cette poudre dans ce poème. Et donc le poète vole. C'est pour ça que Pouchkine est très difficile à traduire. Il est presque impossible de le traduire dans d'autres langues, car le papillon y reste et la poudre part. Autrement dit, un traducteur ne peut pas l'égaler en talent, mais il doit au moins le rapprocher. En fait, on le traduit en prose. Mais même en prose, ce n'est pas évident. Prenons pour l'exemple un autre poème. « Soleil et gel, un temps splendide ». Nous en devenons tous fous en lisant ces mots. Essayez de le dire en français ou en anglais. Et alors? Ici, cette poudre de la langue russe est divine. Il en va de même dans « Je vous aimais ». C'est une chanson de la langue, car si nous examinons la relation entre la vie et le poème, on constate une chose assez étrange. Car à propos de Kern, comme nous le savons tous, Pouchkine a également parlé assez ironiquement. Souvenons-nous de ces lignes et reparlons d'Anna Kern. Je vous aimais, et mon amour peut-être au fond du cœur n'est pas encore éteint, mais je saurais n'en rien laisser paraître. Je ne veux plus vous faire de chagrin. Je vous aimais
d'un feu timide et tendre, souvent jaloux, mais si sincèrement. Je vous aimais sans jamais rien attendre. Ah, puisse un autre vous aimer autant. Quant à Kern, après tout, elle n'était pas si bonne. Mais quelle poésie! On n'écrit pas forcément de beaux poèmes à propos des mannequins. Elle était sans doute bonne, ses souvenirs sont intéressants. Je vous raconte un fait curieux. Lorsqu'un célèbre monument à Pouchkine, que tout le monde connaît, a été dévoilé à Moscou, le cortège funèbre de Kern est passé par cet endroit. Quand ils se sont rencontrés, elle y était déjà oubliée de tous. Elle vivait dans une pauvreté terrible. Et ici, Pouchkine parle comme un playboy qui a satisfait tous ses désirs, et parle d'une femme assez durement. Alors que dans la poésie, et d'ailleurs comme il l'a présenté, il l'a d'abord montré sans laisser dire, il a fait de telles farces, tout a commencé comme ça. Puis la conversation masculine dans les lettres et tout a changé. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Le fait est que le poète ne doit pas observer la vérité de la vie quotidienne. Il devrait juste saisir le moment dans la cage dont j'ai parlé. Et Pouchkine nous a fait vivre avec cette cage toute notre vie. Et Pouchkine nous a fait vivre avec cette cage toute notre vie. La cage où vit l'amour. Pour le contraste, rappelons-nous ce que Pouchkine a écrit. Voici l'avis d'un critique moderne. Les jambes de Madame Kern sont laides. Oui, c'est exactement ce que Pouchkine a écrit 2 ans plus tard à propos de celle qu'il appelait le génie de la pure beauté. Il y a des lettres dans lesquelles il caractérise encore plus durement la pauvre Anna Petrovna. Dans l'une d'elles, il l'appelle notre prostituée babylonienne Anna Petrovna. J'ai compris qu'il ne fallait pas disséquer les poésies. Mais analysons encore un autre poème, Le Monument, que nous avons tous appris à l'école. Nous nous souvenons déjà de lui lorsque nous avons fait le programme sur Derjavine. Il avait son propre monument. Qu'est-ce qui nous a touchés? À une époque cruelle, j'ai glorifié la liberté. Nous n'avons pas encore parlé du fait que Pouchkine est le poète le plus épris de liberté de la littérature russe. L'idée de liberté surgit dès ses premiers poèmes consacrés à Tchaadaïev et traverse toute son œuvre. Le mot « liberté » se répète et passe toujours et partout. Et il défend son droit d'être écrivain indépendant. Et enfin, quand il s'agit de résumer, il écrit tout naturellement dans ce poème, qui est d'ailleurs inspiré d'une ode d'Horace, mais il rend cette œuvre plus intéressante que l'original. Il écrit d'abord « En suivant Radishev, j'ai glorifié la liberté. » Puis il change « À une époque cruelle, j'ai glorifié la liberté. » Et liberté avec une majuscule. Oui. Et je tiens à souligner que Pouchkine a créé le monument, de telle manière qu'on voit qu'il connaît sa valeur, connaît son rôle dans la littérature russe et sait pourquoi cela s'est produit. Et cela s'est produit précisément parce qu'il était un poète incroyablement libre. Écoutons ces lignes. Longtemps, je serai cher au peuple, moi, poète, pour avoir suscité par ma lyre l'orgueil, pour avoir aux tyrans librement tenu tête et pleuré d'injustes cercueils. Dieu commande, sois muse à mes ordres soumise, ne crains pas d'offenser, ne requiert pas de prix, accepte avec froideur qu'on loue ou qu'on médise et tiens le stupide en mépris. Et un autre fait important dont nous n'avons pas encore eu le temps de parler, mais il faut l'aborder, c'est la relation avec le tsar. Toute notre vie, en lisant sa biographie, nous revenons en quelque sorte à ce sujet. Et après la mort de Pouchkine, Nikolai s'est occupé de sa famille, de sa veuve et de ses enfants. Mais néanmoins, leur relation était complexe. Oui, mais ils ont bien commencé, car en 1826, le tsar l'a sauvé de l'exil. Et il y a eu une conversation sérieuse. Pouchkine lui a lu des extraits de son drame Boris Godunov, et le tsar voulait être son censeur, ce qui, d'un côté, le rapprochait du tsar, mais de l'autre, c'était une chose très douloureuse pour Pouchkine.
Pouchkine, bien sûr, était un homme anti-régime jusqu'à la fin. Ici, il a joué à la fois avec le tsar et avec Benckendorff. Il a également clairement compris que dans la vie, il doit y avoir des compromis, et y compris avec le marché. À ce sujet, il écrit « Conversation entre un libraire et un poète ». C'est une conversation dans laquelle il dit qu'on ne peut pas vendre l'inspiration, mais on peut vendre un manuscrit. Remarquez que nous citons souvent Pouchkine sans même le savoir, car il y a certaines phrases, des jalons dans notre vie qui sont en quelque sorte ancrés en nous. Oui, nous les avons quelque part dans notre tête. Et deuxièmement, il s'agit d'un jeu ou d'un compromis douloureux avec le tsar. Ce n'est pas clair, il y a les deux. À peu près à la même époque, il a écrit un message aux décembristes, dans les profondeurs des minéraux sibériens. Ce poème a été envoyé en Sibérie, où il a circulé de bouche à oreille, été recopié, et la même année, il a composé un poème où il loue le tsar. Il y a une contradiction dans le destin et dans la poésie aussi. Un génie est un génie parce que sa vie et sa destinée sont aussi constituées de ce qui apparaît dans l'embryon. La vie est faite de contradictions. Et Pouchkine le démontre également. Et nous pouvons le comprendre à partir de son compromis prudent avec le tsar. Non, louer le tsar sans contrainte n'est pas faire œuvre de flatteur. Je dis mes sentiments sans crainte. Mon langage est celui du cœur. C'est un point important. Une personne en Russie. Il se tient debout, s'appuyant sur le sol russe, mais en même temps, il est un homme libre. C'est un point très important associé à Pouchkine. Il est très important que nous parlions la langue de Pouchkine. Et votre écrivain préféré, Ivan Sergueïevitch Tourgueniev, en a parlé le mieux. Il y a eu de graves empiètements sur la langue russe après 1917, des abréviations soviétiques folles et la langue en bois de la même Pravda. Mais encore une fois, nous retournons à Pouchkine. Nous trouvons le vrai Pouchkine. Dans le prochain programme, nous parlerons de son destin, de savoir s'il était heureux dans sa vie, et la principale chose qu'il a faite pour la Russie et pourquoi nous sommes tous ses enfants, c'est parce qu'il a créé la langue russe. Et Tourgueniev l'a miraculeusement indiqué dans un discours sur Pouchkine, un discours de jubilé qui a fait une énorme impression avec le discours de Dostoïevski. Puis ils se sont réunis. Il a donné le traitement final à notre langue, qui est maintenant dans sa richesse, sa force, sa logique et sa beauté de forme, et est reconnue même par les philologues étrangers, presque la première, après le grec ancien. Il ne fait aucun doute qu'il a créé notre poétique, notre langue littéraire, et nous et nos descendants ne pouvons que suivre le chemin pavé par son enseignement.